Bienvenue dans Grand Écran, une séance cinéma suivie d'un débat. Ils sont 12 millions de Français qui n'ont d'autre choix que d'habiter sous un toit trop petit ou insalubre ou trop cher ou parfois, trop souvent, les trois à la fois. Dans le documentaire qui va suivre, Jean-Christophe Porte s'interroge sur ce mal qui ronge la société française, le mal logement. Il questionne son système et ses conséquences à l'époque où la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, mieux connue sous l'acronyme de loi ALUR, était en vigueur. Depuis, la loi Elan portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a été définitivement adoptée. C'est pourquoi, juste après le film, nous allons débattre avec mes trois invités des origines du problème et des solutions proposées par l'actuel gouvernement. Nous en discuterons justement avec Mickaël Noguel, député La République En Marche en charge du texte de loi Elan, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et fondateur du collectif Jeudi Noir, et Yankel Fijalkov, sociologue, co-directeur du Centre de recherche de l'habitat. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de regarder ensemble Logement, à qui profite la crise, et on se retrouve juste après. Voilà, c'était Logement, à qui profite la crise, un documentaire réalisé par Jean-Christophe Porte en 2017, à l'époque où la loi ALUR était en vigueur. Alors on va tenter ensemble de prolonger le film, puisqu'aujourd'hui, en octobre 2018, c'est la loi Elan qui vient d'être définitivement adoptée au Sénat. Alors, quelles sont les origines du mal logement en France et comment y remédier? Voilà l'enjeu de cette émission à laquelle ont accepté de participer trois spécialistes de la question. Mickaël Noguel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Garonne et vous étiez le porte-parole pour votre groupe parlementaire concernant la loi Elan portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Il y a aussi Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et vous avez fondé en 2006 le collectif Jeudi Noir qui dénonce la flambée des prix des loyers et qui occupe aussi des logements qui sont inoccupés. Des immeubles. Pardon. Et enfin, Yankel Fijalkov, bonjour. Vous êtes sociologue, co-directeur du Centre de recherche sur l'habitat et vous avez récemment publié Sociologie des villes, on le voit à l'écran, aux éditions La Découverte. Alors, tout d'abord, peut-être un mot, Monsieur Noguel, sur ce que vous venez de voir dans ce documentaire. Qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce qui vous a choqué? Alors, ce documentaire est intéressant, mais je trouve qu'il manque de mise en perspective, que ce soit sur l'encadrement des loyers, sur l'investissement locatif et les dispositifs de défiscalisation qui ont été mis en place depuis plusieurs décennies pour encourager la construction et à la fin baisser le prix des loyers, parce que la question elle est là, c'est que le loyer aujourd'hui en France, les logements sont très chers, les loyers sont très chers, il y a des zones plus tendues que d'autres, donc il faut adapter les politiques du logement en fonction des territoires, et donc la manière dont ont été abordés ces différents sujets, et on y reviendra, est assez biaisée. Nous, on y apporte des solutions aujourd'hui. On est aux responsabilités depuis 2 ans. Il y a quelques chiffres qui ont été rappelés. Plus de 40 milliards d'euros de budget sur le logement en France. C'est extrêmement important. À la fois 4 millions de mal logés. Ce sont les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Comment résoudre cette situation durablement? Alors, je vais y venir. Julien Bayou, le tout dernier rapport, vous venez de le dire, de la Fondation Abbé Pierre a comptabilisé 4 millions de mal logés, 12 millions en situation dite fragile. La Fondation tire la sonnette d'alarme. Pourquoi on ne s'en sort pas et comment vous expliquez cette progression? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que vraiment le logement est au cœur de beaucoup de verrous. L'emploi, même, mais on pourrait parler de l'éducation, la santé, bien sûr, avec quand on n'arrive pas à se chauffer. On voit bien que ça pèse sur la vie de l'ensemble des concitoyens. Et puis, on nous fait des mesurettes alors qu'on a des problèmes principaux qui sont la construction de logements à bas coût, c'est-à-dire vraiment accessible, et puis l'encadrement des loyers, le fait que les loyers ne flambent pas. Et à chaque fois on nous dit oui, mais il y a tant de milliards d'euros, etc., où on fait quelques mesures, on reviendra, mais la loi Elan, elle fragilise plutôt les locataires, et elle fragilise plutôt le logement social, qu'elle ne règle des problèmes. On va pouvoir détailler justement. Depuis des décennies, on a transformé le logement, et c'est un vrai sujet, on a transformé le logement en un bien, en une marchandise,
sur lesquels on peut faire des plus-values ou sur lesquels on peut défiscaliser, alors que le logement, c'est ce n'est pas un bien comme les autres. C'est pas un bien comme les autres, c'est ce qui vous permet de vivre, de travailler, d'avoir une famille, de vous épanouir. Justement, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, sur ce logement sur ce bien qui n'est pas un bien comme les autres, et donc de vous poser la question, Yankel Fijalkov, sociologiquement parlant, un habitat, son habitat, ses occupants, c'est pas neutre, c'est pas une marchandise. Non, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Sociologie du logement dans la même édition. Ce que je dis pour commencer, c'est que ce logement, c'est une porte d'accès à la vie sociale. C'est grâce à ça que on peut éduquer ses enfants. C'est grâce à ça qu'on peut être en bonne santé, avoir un emploi, etc. Bon, maintenant, le film. Le film a le mérite de poser des questions, et il me semble des questions importantes. Il montre un gâchis important en matière de logement, il montre des logements vacants, il montre aussi une crise des loyers. Alors je reviendrai sur le mot crise parce que moi je mets beaucoup de guillemets autour de mot crise, c'est peut-être pas la crise de tout le monde. Et moi ce qui me semble, c'est qu'au fond, on est parti quand même vers une surproduction de logements. Et on est parti vers un encouragement très fort à la production de logements, avec un soutien aux bâtiments et aux travaux publics qui fait quand même 1,5 million d'actifs pratiquement. Et on pourrait se poser une autre question. C'est est-ce qu'on a besoin d'avoir ce niveau aussi élevé de production de logements, et est-ce qu'au fond on pourrait pas aussi mobiliser le parc existant? Alors je reviens un petit peu sur le mot crise. Bien sûr, faire les deux. Oui. Enfin, alors Il faudrait. Mais bon, on peut peut-être pas faire les deux. Mais si, c'est ça que je comprends pas. Pardon de vous couper, je suis désolé, mais oui. Quand on parle de 10 millions, 12 millions de la population qui est impactée, pourquoi est-ce que ça serait fromage ou dessert? Quand il s'agit de baisser les impôts pour les plus riches ou de mettre 20 milliards d'euros pour aider les entreprises, on trouve les moyens. Quand il s'agit de sauver les banques, on trouve les moyens. Et là, vous dites, c'est aussi important que ça pour l'épanouissement, la vie culturelle, la vie sociale tout court. Et il faudrait choisir entre construire un peu ou réguler un peu. Et il faut mobiliser le parc vacant et il faut construire du logement très social. Alors on vous laisse répondre et puis après je reviendrai vers vous, Mickaël Noguel. Non mais répondez d'abord. Alors, ce que je voudrais répondre, c'est que on a 2 millions de logements vacants, donc qu'on pourrait mobiliser. C'est énorme. On a, grosso modo, chaque année, on a 350 000 nouveaux ménages qui se créent. Et c'est sans compter les bureaux d'ailleurs. Voilà. C'est sans compter les bureaux. Oui, mais je parle de ménages, c'est-à-dire de familles, de couples qui se créent, de jeunes qui sortent et qui veulent s'installer quelque part. Qui veulent s'installer quelque part, de couples qui divorcent. À chaque fois, ça fait Par rapport à ça, on a une production qui est à peu près 1% par an, et on a 300 000 logements, grosso modo, qui apparaissent sur le marché. Par rapport à ça, on a 4 millions de ménages qui sont mal logés. Ces ménages qui sont mal logés, on pourrait trouver très facilement, me semble-t-il, des moyens de capter les logements existants et de développer une offre de cette manière. Ce que je voudrais dire aussi, peut-être d'un mot, et on va essayer d'avancer un peu, c'est que le choc de l'offre, qui est quand même le grand slogan, etc., c'est quand même un slogan qui est surtout fait pour promouvoir la construction, qui, entre nous soit dit, est quand même égal à 1/4 de la production de gaz à effet de serre, qui pose aussi des problèmes. Bon, et quand on a beaucoup construit dans les années 2006, 2012, 2016, à hauteur de 400 000 logements, ce qui est presque le rêve, les prix n'ont pas baissé. Et oui. Alors, Mickaël Noguel, votre réponse? Oui, les commentaires que j'entends sont intéressants. Et pour rebondir, et ça fait écho à ce que dit le reportage, notamment le reportage pointe du doigt certains logements qui seraient construits dans des zones où on n'en a pas besoin. Et je pense que la réponse, elle est à la fois dans construire là où il y a le plus de besoins, construire aussi en fonction des territoires, parce que vous avez des territoires où, moi je viens de Toulouse, une ville étudiante, vous allez en effet avoir besoin de logements de petite surface pour accueillir tous ces étudiants. Dans d'autres territoires, vous allez avoir besoin de logements plus grands pour accueillir des familles. Donc il faut savoir adapter et avoir des politiques du logement qui soient le plus possible connectées au territoire. Ça me semble le plus important. Ensuite, pour revenir sur la question du parc neuf, c'est vrai que la loi Elan fixe des objectifs et des moyens. Je me permets de vous couper tout de suite pour nous donner peut-être déjà, avant qu'on rentre dans le détail de certains détails, notamment là sur le parc du logement social, le parc HLM, c'est quoi la philosophie de ce texte, la philosophie générale de ce texte?
La philosophie de ce texte, c'est de partir d'abord d'un constat que l'accès au logement est plus difficile en fonction de sa situation. Les loyers, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont chers. Donc on veut à la fois construire plus, mais en répondant, je dirais, de manière très ciblée aux besoins. Que l'on soit étudiant, on a créé le bail mobilité pour les personnes qui sont, Alors ça, on va y revenir. qui sont des étudiants ou en mobilité professionnelle, sur la mobilisation du parc vacant. Et c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Sur les bureaux vides, on va transformer les bureaux vides en logements ou on va les réquisitionner pour faire de l'hébergement d'urgence. J'ai moi-même proposé, avec La République En Marche, un dispositif d'occupation temporaire des bâtiments vacants. Je n'ai pas été soutenu, et je le regrette, par les associations et notamment par la Fondation Abbé Pierre. Pour autant, je les avais reçus à de nombreuses reprises. Ils ont été très associés eux aussi à cette loi Elan. Mais c'est des sujets sur lesquels on est au travail. Il y a aussi, je reconnais ce qui a été fait par le passé, et notamment le dispositif d'Emmanuel Cos, loué abordable, qui permet d'appliquer avec une défiscalisation. Donc oui, il y a un encouragement, ça marche, il y a un encouragement. Ça coûte très cher. Où des personnes pratiquent des loyers plus bas que le marché, et en échange, ils ont une partie de défiscalisation. Et dernière chose aussi que je voudrais évoquer, c'est l'intermédiation locative, qui existe aussi et que le ministre du Logement, Julien Denormandie, essaie de promouvoir avec force. C'est la possibilité justement de loger des familles précaires, des ménages précaires, et là aussi d'appliquer des logements, des loyers qui soient le plus bas possible. Alors on va reprendre évidemment les choses étape par étape et dans l'ordre. Je voudrais revenir sur l'encadrement des loyers, parce que ça fait lien aussi avec le documentaire. D'abord un décret en 2012, puis intégré dans la loi Allure de 2014. On ne comprend pas très bien dans la loi Elan ce que vous proposez, c'est-à-dire que ce serait quelque chose de facultatif. Du coup, est-ce que c'est pas un petit peu de l'affichage? En tout cas, est-ce que vous comprenez qu'on vous réponde ça, qu'on vous dise oui, bon, bah, finalement, si c'est facultatif, personne va vraiment le faire. Là encore, vous allez dire que je me répète, mais la réalité, c'est qu'on laisse les territoires décider. Dans la loi Elan, qu'est-ce qui figure dans la loi Elan sur l'encadrement? C'est la possibilité pour les territoires, donc les intercommunalités, d'expérimenter pour une durée de 5 ans l'encadrement des loyers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et moi je l'ai vu dans les auditions que j'ai menées des différents acteurs, même des observatoires des loyers eux-mêmes, qui ne sont pas en mesure de dire précisément si l'encadrement des loyers a des effets positifs ou négatifs, parce que l'encadrement, et M. Bayou ne sera pas d'accord avec moi, et j'attends sa réponse, mais l'encadrement des loyers peut avoir des effets de biais et décourager aussi la mise sur le marché et la construction de logements. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Au final, pénaliser les Français. Alors, j'adorerais répondre, parce qu'on nous raconte toujours cette histoire que si on encadre les loyers, eh bien un propriétaire ne va pas louer. Alors donc, il faut imaginer ce propriétaire qui doit avoir énormément d'argent. C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est exactement ça. C'est ça le mythe. C'est que si on met des loyers raisonnables, vous dites ça va baisser l'offre de loyer. Ça veut donc dire très concrètement qu'un propriétaire qui aurait donc un appartement en plus se passerait volontairement le loyer de la totalité du loyer au motif qu'on lui dit vous allez devoir le louer à 1 000 € plutôt qu'à 1 100 €. Eh bien ça c'est une foutaise. Il faut arrêter de mentir aux gens. L'encadrement des loyers, ça n'est pas baisser les loyers, si seulement. C'est uniquement donner une fourchette de prix raisonnable, les prix du marché. Et on sait que les prix du marché sont déjà pas raisonnables. Donc quand on dit l'encadrement des loyers, c'est pas plus de 20% au-dessus du prix du marché, qui sont déjà déraisonnables. Et donc à un moment, faut arrêter. C'est tout simplement. Mais l'Allemagne le fait. Vous auriez préféré que cette mesure en fait soit juste obligatoire pour toutes les communes, presque. On a besoin de traiter le logement comme un bien différent de l'or ou de je sais pas quelle voiture. Mais Julien, il y a un principe de réalité. Non, mais il y a un principe la réalité. Mais je suis désolé. La réalité, c'est qu'on a besoin de gens qui financent les logements pour loger. La réalité, c'est 12 millions de personnes qui ne peuvent pas venir propriétaires. La réalité, et vous êtes député, et on parle d'un gouvernement qui devrait s'intéresser à l'intérêt général de la population. La réalité, c'est 12 millions de personnes qui sont dans la difficulté. Et quand on dit mal logé, tout le monde pense évidemment au SDF. Et on est à 200 000. Et vous avez un député, Sylvain Maillard, je crois, qui avait dit qu'il y en avait 0 à Paris ou 50 seulement. Donc c'est complètement hors sol. Mais quand on parle de mal logés, on parle bien sûr des SDF, des gens à la rue, bien sûr des mal logés, c'est-à-dire qui n'ont pas d'appartement à eux. Mais on doit inclure aussi les personnes qui ont investi pour un appartement et qui prennent pour 25 ans la moitié de leurs revenus. Parce que moi, je considère que quand on met autant d'argent, ça s'appelle un taux d'effort, dans son loyer ou dans son crédit, l'effort excessif, on est mal logé. Vous êtes locataire de votre banque qui vous paye un loyer, enfin qui vous prend un loyer
excessif. Quand on parle de ces 12 millions de personnes fragilisées, on parle de ces personnes-là qui font un effort excessif, c'est-à-dire 35% pour le loyer. Exactement. Mais je pense qu'on devrait aussi inclure les gens qui mettent trop d'argent dans leurs prêts. Parce qu'en fait, quand vous avez besoin de vous loger, que ça soit en accès à l'habitation ou en locataire, si vous consacrez trop d'argent à votre loyer ou à votre crédit, c'est un peu la même chose. Vous êtes pieds et poings liés. Et donc, c'est difficile d'investir dans la santé de vos enfants, dans l'éducation de vos enfants, etc. Et donc, c'est ça l'urgence. Pardon, je suis désolé, mais c'est ça l'urgence. Bien sûr. C'est encadrer ce marché qui est complètement fou et qui applique des loyers ou des prix d'habitation beaucoup trop élevés. Et ça pèse sur la vie de nos concitoyens et aussi sur les entreprises. Parce que les loyers des entreprises sont aussi trop élevés. Le regard du sociologue sur cet encadrement des loyers. C'est un vieux débat. À l'époque de l'encadrement du flot, on avait eu des débats également, et alors les propriétaires, les représentants des propriétaires parlaient de la loi de 48. On n'est pas là dans la loi de 48. On est de blocage, pour le coup. Voilà, une loi de blocage. On est simplement dans une perspective de lissage. Le film est un petit peu dangereux parce qu'il nous dit qu'il y a de la triche, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'il y a de la triche, mais le dispositif en général marche. Ce qu'a vu l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, c'est quand même qu'il y avait un lissage sur les petites surfaces, et que donc c'est un effet, ça crée un climat général qui est, à mon avis, intéressant dans la mesure où il peut avoir d'autres répercussions sur d'autres facteurs. On parlera du logement indigne, par exemple. Je pense que c'est aussi un encadrement des relations sociales entre propriétaires et locataires. Et de différentes manières, quand on regarde en Europe, différents pays ont pris des mesures pour gérer ces relations sociales et ces rapports sociaux qui sont difficiles et qui peuvent fragiliser effectivement des populations. En Allemagne, par exemple, Michael Dogal, on sait que l'encadrement des loyers fonctionne très bien et très, très répandu. C'est un exemple que vous avez regardé, que vous avez observé. Vous vous êtes dit non, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Enfin. Pour moi, la bonne réponse, j'entends encore une fois ce qu'ont dit les deux autres intervenants, mais pour moi, si on veut résoudre la question du logement, alors on peut parler de crise dans certains endroits, parce que dans certains endroits, vous avez un cumul de difficultés. Vous avez de l'habitat indigne, vous avez un manque de logement, vous avez des logements peu adaptés aux personnes qui vivent dans ces territoires. Donc là, l'encadrement, on fait confiance aux élus locaux aussi pour savoir si, sur leur territoire, la tension dans le monde du logement nécessite cet encadrement. C'est pas le cas partout. Comme pour l'investissement locatif, ça ne sert à rien d'encourager l'investissement locatif dans des zones où il n'y a aucune demande de logement. Par contre, ce qu'on fait avec le gouvernement et cette nouvelle majorité, c'est de concentrer les efforts dans les zones les plus tendues. Le reportage évoque la loi Pinel, qui est le dernier dispositif de défiscalisation. Pour moi, ce dispositif, il est utile, et c'est pour ça qu'on l'a reconduit jusqu'en 2021. Dans les territoires les plus tendus, qu'est-ce qu'on entend par là? Paris, la région parisienne, la Côte d'Azur, les grandes métropoles, voilà. Donc ça me semble être très cohérent. Et on a besoin, et par rapport à ce que disait Monsieur Bayou tout à l'heure, on a simplement besoin aussi pour loger les gens, parce que notre objectif à tous ici, c'est de proposer des solutions à tous les Français, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Pour ça, il faut construire des logements. Il faut les financer, ces logements. On a un logement social, on a des bailleurs sociaux qui financent une certaine partie du logement, mais on a besoin aussi des particuliers, on a besoin de ces gens-là pour créer des solutions de logement. Vous dites en fait que l'encadrement des loyers défavoriserait l'investissement locatif, c'est ça que vous êtes en train de dire? En partie, je pense que ça peut, en fonction de comment il est appliqué, alors, donc ça dépend des territoires, sachant que l'encadrement et les loyers plafonds sont fixés par les représentants de l'État que sont les préfets sur les territoires, et donc il faut voir, moi ce que je veux c'est j'aimerais que l'encadrement des loyers soit expérimenté dans certains endroits en fonction de ce que les élus décident pour, au bout de 5 ans, voir vraiment quels sont les effets. Parce que là où ça a été appliqué à Lille et à Paris, ça a été... Donc ça y est, ça a été expérimenté. Moi, je ne suis pas aussi catégorique que vous. Et toutes les auditions que j'ai menées me font penser qu'on a besoin de plus de temps. On a besoin de plus de temps pour savoir si c'est efficace ou non. Alors, vous ne pouvez pas dépolitiser le sujet comme ça et être complètement hors sol. Non, moi je suis très concret. Le documentaire, non, vous n'êtes pas concret. Bah, si, non, très. Le documentaire, c'est à qui profite la crise. Et donc il y a bien une question de personnes qui en souffrent et de personnes qui en bénéficient. Oui. Le logement a été transformé à un objet financier, un objet de transaction, et donc... Mais là, c'est vous qui êtes hors sol, monsieur Bayou. Pas du tout, excusez-moi. Quand on parle de 12 millions de personnes qui en souffrent, c'est très concret. Quand vous discutez avec des mères célibataires qui savent pas comment et si elles vont pouvoir avoir un appartement dans un an, c'est très concret. Et donc, encadrer les loyers, c'est permettre
à tout le monde. Oui, mais la de financiarisation, tout ça, c'est... Eh ben, allons sur la financiarisation, parce que vous dites qu'on va aider les logements sociaux, et vous avez baissé les aides personnalisées au logement. Vous avez baissé de 5 €. Que demandent les Français? Eh ben, ils demandent de pouvoir vivre de manière digne. Et si on ne construit pas de logement, eh ben, parlons de la construction. si on ne construit pas de logement et si on mobilise pas, alors, on va laisser finir Julien Bayou. Donc, il y a un problème vraiment de dépolitiser la chose et de faire comme si on avait encore 5 ans et qu'on pouvait expérimenter. On l'a déjà fait, ça fonctionne, il y a des choses à améliorer et vous dites, on renvoie dans 5 ans. Vous faites comme s'il n'y avait pas de politique dans ce pays. C'est-à-dire, on dit, c'est les élus locaux qui vont décider. Ah, très bien. Eh ben, dans ce cas-là, dans une ville où les loyers sont très tendus, mais le maire, idéologiquement, il est opposé à l'encadrement des loyers, eh bien, l'ensemble de la population ne pourra pas avoir ça. C'est l'intercommunalité. Aujourd'hui, à Paris, on réclame, les écologistes, Hidalgo, on réclame l'encadrement des loyers à Paris. Si demain, par malheur, c'est oui, voilà, la question, je termine, pardon. Si demain, par malheur, c'est un candidat En Marche qui gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il dira l'encadrement des loyers, j'attends un petit peu parce que bon, on ne sait pas, dans 5 ans, etc. Et donc, il n'y aura pas d'encadrement des loyers. C'est à l'État. Non, mais c'est ça, parce que vraiment aujourd'hui, vous êtes hors sol et vous dites bon, la crise, effectivement, on la découvre. Il faut peut-être se donner un peu 5 ans pour voir. C'est scandaleux. Excusez-moi. Hein. Alors, j'aimerais parler maintenant de la financiarisation et de comment on finance. Eh bien, vous avez 20 milliards de crédits impôt compétitivité emploi, dont on sait que depuis 5 ans, ça ne fonctionne pas. C'est Emmanuel Macron qui l'a mis en place quand il était conseiller de Hollande. Depuis 5 ans, on a le résultat. La Cour des comptes dit ça marche pas. Ça coûte énormément, ça rapporte rien, ça crée peu d'emplois, etc. Et donc, allez jusqu'au bout de ce qui est fait. Allez jusqu'au bout de ce qui est fait. Ce CICE permettrait, s'il était redirigé vers la construction, c'est-à-dire la décision publique de construire là où on a besoin, à bas coût, c'est-à-dire pour produire du logement social pas cher, eh bien ça serait un investissement pour les 30 années à venir. Si une partie de ce crédit impôt compétitivité emploi était effectivement utilisée pour faire de la rénovation thermique, là on pourrait créer un emploi tous les 5 à 6 logements rénovés, baisser la facture des gens, c'est le vrai sujet pour la précarité, et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une politique volontariste. Et vous, qu'est-ce que vous nous dites? On va permettre de défiscaliser comme si les gens ils allaient construire là où c'est utile. Non, depuis 30 ans, cette défiscalisation, elle a construit du logement de résidence secondaire, du côté de Antibes, etc. C'est pas là qu'il y a les besoins. Et donc vous pouvez pas dire on laisse l'initiative privée. On a besoin. C'est à l'État. Est-ce que c'est pas à l'État de réguler tout ça finalement? Je veux pas couper et je veux faire attention et c'est important que chacun puisse avoir la parole. Mais par rapport à ce qui est dit, je vais aller jusqu'au bout. Monsieur Bayou parle du CICE. Le CICE est redéployé, va être redéployé pour l'appui aux entreprises. Ensuite, sur la transition énergétique, sur la transition énergétique des logements, j'ai fait partie de ceux qui défendaient le carnet numérique du logement pour l'ancien et le neuf, c'est-à-dire pour avoir des logements qui soient plus vertueux et qu'on ait moins de passoires thermiques à l'avenir. Là-dessus, c'est pas le carnet. Là-dessus, attendez, laissez-le terminer. Non, mais le carnet, il faut de l'argent pour financer. On a un crédit d'impôt transition énergétique, le CITE, qui là aussi va être renforcé pour l'année 2019. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on a pris en compte. Et encore une fois, par rapport à ce que disait le reportage, les dispositifs de défiscalisation, moi je crois vraiment qu'ils peuvent être utiles s'ils sont bien ciblés. Ça fait 30 ans pour que ça en effet pas. Ne pas créer d'offres complètement artificielles, mais bien répondre à des besoins. Allez, d'un tout petit mot, un petit mot. Je vais donner juste un petit chiffre. Il y a une enquête du Crédit Foncier qui parle des dispositifs Pinel et qui a interrogé les ménages sur quelles étaient leurs perspectives sur le dispositif Pinel. Eh bien, il y a 40% qui voudraient le vendre et il y a 60% qui ont fait ce placement parce qu'ils veulent assurer des fonds pour leur retraite. Bon, ça veut bien dire qu'en fait, on a beaucoup investi depuis une quinzaine d'années sur les dispositifs Célier, Duflot, Pinel, etc. Bien, enfin, on va pas faire toute la liste parce qu'on n'aurait pas fini. On n'aurait pas fini l'émission. Et puis, il faut qu'on avance. On a d'autres sujets aussi à aborder. Des milliards d'euros. Et 61 000 logements à peu près en 2016, si je me souviens bien. Eh ben. Tout ça, effectivement, on a beaucoup de logements qui reviennent vers la propriété d'occupation, qui sont cédés à la famille. Bon. Alors est-ce que c'est ça qu'on veut? On vous a entendu. On va avancer un petit peu parce que je voudrais évidemment qu'on évoque le parc HLM. Est-ce que la loi Elan va changer? Mais tout d'abord, je reste avec vous, Yankel Fijalkov.
Quel regard vous portez-vous sur le logement social? Qu'est-ce que ça veut dire, logement social, sociologiquement parlant, pour les gens? Ça veut dire, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui remonte à 1894, 1912. Ouais. Ça fait quand même partie des fondements, je dirais, de notre modèle français aussi. De notre modèle français. Et c'est un modèle, je voudrais rajouter, qui est généraliste. C'est-à-dire, c'est un modèle où 61% des Français peuvent entrer dans ce logement en fonction des plafonds et en fonction de différents types de logements. Alors, il y a de la triche, comme d'habitude, bien entendu, mais il y a aussi un modèle qui est aussi un modèle de mixité sociale, parce qu'il permet, mixité sociale, on s'en gargarise un petit peu, mais moi je dirais juste une petite définition, c'est juste de permettre aux gens d'habiter là où ils veulent. Voilà, c'est ça qui est important, et c'est ça qui permet ensuite que les personnes investissent dans leur logement, participent, soient heureux de vivre dans leur quartier, etc., etc. Bon, donc ce logement social, c'est quand même un creuset. Et quand on voit les débats qui sont en partie budgétaires, qui sont financiers, qui sont assez idéologiques. On a l'impression qu'on n'aime pas le logement social. Bon, on est un petit peu surpris. Est-ce que vous entendez ce que Yankel Jacob vient de dire? Est-ce que c'est surprenant du coup? Est-ce que vous n'aimez pas le logement social? Est-ce que la loi Elan n'aime pas le logement social? J'écoute, mais je n'entends pas, et je dirais, et je dis à nos téléspectateurs, regardez les débats qu'on a eus aussi pendant la loi Elan. J'ai fait partie de ceux qui ont toujours défendu le logement social, qui ont défendu un fort attachement à la loi SRU, qui oblige les territoires à faire des logements sociaux. Donc, oui, mais alors du coup, avec une petite entaille. Non, mais ça pour le coup, on peut y revenir sur la loi SRU. Nous attaquer sur le logement social, alors qu'on veut pousser la construction de logements sociaux et l'accession sociale à la propriété, tout ça. Mais si, je suis désolé. Vous baissez les ressources des organismes. Comment vous pouvez dire en même temps, on va encourager et on baisse leurs ressources? Alors, on vous laisse comment vous pouvez juste après, Julien Bayou. Ah, mais c'est pas. Vous tenez le discours qu'on entendait il y a un an, comme si cette réforme de la loi Elan n'avait pas eu lieu. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé avec les lois de finances et la loi Elan? Vous baissez les ressources des organismes. On réorganise. Mais oui, mais vous partez de ce qui était prévu il y a. De réalité. Vous partez de la situation il y a 2 ans. Moins 5 € d'APL. Mais non. On revoit le système de financement du logement social et on fait en sorte de construire plus, là aussi, pour donner des solutions aux Français. Alors, par quel levier? Mais par quel levier? Vous avez par exemple, je ne vais pas rentrer trop dans la technicité, mais vous avez des prêts de haut de bilan qui sont accordés par la Caisse des dépôts aux bailleurs sociaux, justement. Vous avez une dynamique de regroupement des bailleurs sociaux pour être, je dirais, plus agile sur le terrain aussi. Ça, je ne vous cache pas qu'on la saisit pas bien. Pourquoi obliger les bailleurs à se regrouper donc sur 12 000? Parce que en fait, vous avez en France à peu près 800, un peu moins de 800 bailleurs sociaux, et vous avez des situations là aussi qui sont très disparates en fonction des territoires. Vous allez avoir des bailleurs sociaux avec plusieurs dizaines de milliers de logements, et vous allez avoir des bailleurs sociaux avec 2000 logements. Donc c'est pas forcément utile quand on. Utile pour qui? Mais utile pour les Français, parce que le bailleur social, qu'est-ce qu'il fait? Il propose des logements à des locataires, mais il est aussi en charge de la construction et de la rénovation. On part du principe qu'un logement social vendu permet d'en construire 2 à 3 nouveaux. Donc, quand on pousse aussi une politique volontariste sur la vente de logements sociaux, c'est pour profiter aux Français, c'est-à-dire que la vente d'un logement va leur faire bénéficier. Et le reportage évoque là aussi les Français qui sont en attente d'un logement social. On vient de dépasser les 2 millions de Français. Mais pourquoi les vendre? Pour reconstruire, c'est ce que je vous dis. Vous êtes dans l'idéologie. Pardon, excusez-moi, vous êtes fascinant. Vous êtes dans l'idéologie, c'est dommage. Vous êtes fascinant parce que vous dites en même temps vraiment blanc et noir. Mais non, mais la liste est incroyable. C'est la réalité. Non, mais là, restons sur la vente des logements sociaux. Monsieur le député constate qu'effectivement il y a une liste d'attente incroyable. Et donc la priorité c'est de vendre, donc baisser le stock. Parce qu'on construit plus derrière. Mais non, vous construisez pas plus derrière. Vous construisez pas plus derrière. Vous baissez les ressources des organismes. Quand vous baissez les aides personnalisées au logement, et dont beaucoup de, bien sûr, locataires dans le logement social en bénéficient, vous dites, ok, dans ce cas-là, il faut aussi baisser les loyers. Donc, les organismes de logements sociaux reçoivent moins de loyers. Parce que vous avez baissé les aides personnalisées au logement des locataires. Donc, ce que vous dites, c'est n'est pas valable. 1,7 milliard d'euros en moins qu'ont les organismes de logements sociaux pour construire. Donc vous pouvez pas dire. Ce que vous dites n'est pas valable. Je suis désolé. Parce qu'il y a une réorganisation. Vous occultez. Vous regardez la partie finance. Vous occultez tout le reste. J'aimerais vous dire la vérité. Je ne vous crois pas.
Voilà, je ne vous crois pas quand vous dites que c'est la priorité. C'est pas vrai. L'abbé Pierre disait la priorité d'un gouvernement, c'est loger son peuple. Vous, votre priorité, c'est je sais pas quoi, encourager la privatisation, encourager la défiscalisation, encourager les aides aux entreprises, mais c'est certainement pas construire du logement pas cher. Mais non, mais j'aimerais dire les choses telles qu'elles sont parce que peut-être que je suis un peu concerné, mais vraiment j'enrage de voir qu'on puisse avoir un discours aussi techno et noyer le spectateur sous des alors justement, on va essayer de pas noyer le dans l'idéologie, c'est dommage. Ça veut dire quoi regrouper pour être plus agile, le sociologue que je suis était à Marseille et discute avec les bailleurs sociaux. Et qu'est-ce qu'on entend à Marseille? Eh bien, on entend l'APL est en train de baisser, recomposer, on nous demande de mobiliser nos fonds propres, etc. On nous demande de nous regrouper. L'APL, c'est un sac d'embrouille, je vais être poli. Et du coup, il faudrait peut-être qu'on fasse moins d'APLisés, de logements APLisés. Il faudrait peut-être qu'on aille vers du PLS. Et là, on est complètement dans quelque chose qui est l'effet pervers. C'est-à-dire, c'est certainement pas ce que vous avez voulu, mais peut-être qu'on va se retrouver avec des bailleurs sociaux qui vont dire, on fait moins de logements sociaux APLisables. Et on va vers du PLS, etc. Des bailleurs sociaux, et j'étais aussi à Marseille pour le congrès HLM, des bailleurs sociaux qui ont applaudi Julien de Normandie, notre ministre du Logement. Donc je crois que quand on a présenté, vous répondez pas sur le fond. Non, non. Moi, je peux vous applaudir aussi. On va écouter Monsieur le député. Je vais répondre. Quand on a évoqué cette réforme du logement, évidemment, c'est une nouvelle transformation. Donc les acteurs qui avaient un fonctionnement, géré depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, on change ce fonctionnement-là. Mais il y a un accompagnement, et c'est ça qui est important. Et c'est ce que ne dit pas Monsieur Bayou, c'est-à-dire qu'il parle de la baisse de financement ou la baisse des APL, mais la réalité c'est que avec tout ce que l'on fait de réorganisation, d'aide au financement des bailleurs sociaux, son attaque n'est pas valable parce que oui, il y a une volonté, une baisse de 2 milliards il y a une volonté de construire plus de logements au global et de d'avoir une offre sociale plus importante. Est-ce que la baisse des APL induit une baisse de leur budget? Est-ce que vous pouvez répondre à ça simplement? Une offre sociale très importante, c'est-à-dire que vous évoquiez les PLS. Nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est prioriser les PLAI. Donc, pour sortir des abréviations, c'est les logements très sociaux avec les plafonds de revenus les plus bas et les loyers les plus accessibles, pour justement loger les plus fragiles. Donc, on a bien ça en tête. Et encore une fois, je veux pas opposer les uns aux autres. Et vous parliez de financiarisation tout à l'heure. Encore une fois, moi, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas en opposant ni les promoteurs, ni les élus, ni les bailleurs, ni les locataires et les propriétaires que l'on résoudra les problèmes du logement. Donc, faciliter la construction, ça doit passer par plusieurs leviers. Non mais ça doit passer par plusieurs leviers. Le financement du logement social, qui est important. Ce que vous ne faites pas. Le financement du logement privé, sur lequel on s'attaque aussi. La mobilisation du parc vacant, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais tout ça, c'est complémentaire. Vous avez proposé, ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais un mot, parce que j'aimerais qu'on avance encore sur deux, trois autres choses. Mais d'un mot. Je suis embêté parce que vraiment, dans votre discours, j'entends vraiment... prioriser, etc., etc. Mais du concret, rien. Le financement du logement social, on vous demande si oui ou non la baisse des APL, en plus de rendre les pauvres plus pauvres, et la non-indexation, qui fait encore perdre à peu près 4,8 euros. Est-ce que cette baisse des APL, en plus de rendre la vie plus difficile pour les plus pauvres, est-ce que ça réduit, oui ou non, le budget des opérateurs HLM? Oui ou non? Vous mélangez tout. Vous pouvez pas me répondre. Mais vous mélangez La réalité, c'est qu'on estime que c'est 1,7 à 2 milliards d'euros. Moi, je vous donne rendez-vous dans 3 ans. Donc, vous me dites, on va encourager le financement du logement social en baissant le budget de ceux qui doivent construire du logement social. C'est pas possible de faire du en même temps. C'est possible avant la campagne, pour se faire élire. Quand vous êtes aux manettes, vous avez la responsabilité de dire la vérité. Des conventions avec l'État et avec la Caisse des dépôts. Il y a aussi Action Logement. Ils ont plus d'argent. Par le rachat en bloc de certains logements sociaux qui accompagnent les bailleurs sociaux. Donc, ce que vous dites, c'est vraiment de la caricature. Et on n'est pas du tout dans cet objectif-là. Donc, c'est vraiment. C'est un pari sur l'avenir. C'est pas un pari. C'est une arnaque, s'il vous plaît. C'est un pari sur l'avenir, mais à partir de choses très concrètes. Et on pourrait déployer et je pourrais présenter toutes les mesures de cette loi Elan. Vous verrez, c'est très concret. Et alors justement, et pour toutes les situations.
la vente des logements sociaux. Allez-y. Oui, d'un parce mot, que la vente des logements sociaux, c'est un petit peu la solution miracle pour, paraît-il, éponger un petit peu le manque à gagner. La question qui est posée, c'est de savoir est-ce que les locataires sociaux sont à même d'acheter leur propre. On a quand même tout un mécanisme de paupérisation du logement social. Les populations sont de plus en plus pauvres dans le logement social. Il y a également l'envie ou pas d'habiter dans ce quartier d'habitat social. Et puis encore une fois, je voudrais revenir sur la question des effets pervers, c'est-à-dire mettre en copropriété des logements sociaux avec des gens qui n'avaient pas prévu d'être propriétaires. Les copropriétés, c'est des charges, c'est une gestion. Bien sûr. Transformer les bailleurs sociaux en syndics de copropriété, c'est encore une autre affaire. C'est pas le même métier aussi. Donc on est parti dans une sacrée aventure avec la vente des logements sociaux, si ça se réalise. Un mot. Sur la vente des logements, il y a encore une fois là une attaque contre le logement social. C'est-à-dire que quand on dit on veut plus de logement social, on commence déjà pas par le vendre. C'est-à-dire que si on dit on veut financer du logement social, on met de l'argent là où il y a besoin, c'est-à-dire auprès des opérateurs de logements sociaux, et on commence pas par leur baisser de 1,7 à 2 milliards d'euros le budget qu'elles ont pour construire du logement social. Le fond de l'affaire, c'est qu'un logement social, il faut vraiment l'entendre, c'est rentable pour l'État. C'est-à-dire que c'est rentable, ça crée de l'emploi quand on les construit, et les gens payent leur loyer. Oui. Il y a très peu d'impayés. On est sur du 2%, 3%, etc. Donc c'est rentable. C'est-à-dire que chaque mois, la machine fonctionne. La machine fonctionne et c'est pour le bien public. Et donc quand on dit on va les vendre, on ampute l'État, en gros le bien public, d'un bien commun. Un peu comme quand on brade les autoroutes. Et donc, moi, je ne suis pas dans un logement social, mais je sais que l'ensemble de la population en bénéficie, les personnes qui sont logées dans le logement social, et puis l'État ou les collectifs, les collecteurs logements sociaux, etc., qui peuvent construire et qui ont un patrimoine. C'est notre patrimoine commun. Donc, quand on vous dit on va le vendre pour en faire 2 fois plus, arnaque. Est-ce que vous entendez cet argument-là que ça, voilà, non, je suis désolé. C'est rentable. Je l'entends pas du tout. Je vais essayer d'être très concret et de sortir des abréviations de tout à l'heure. Mais on a 4,7 millions de logements sociaux en France. Il y en a 100 000 qui sont mis en vente chaque année. Il y en a 8 000 qui sont effectivement vendus. Pourquoi on a si peu de logements? Ça représente 0,2% du parc social. Pourquoi on en a si peu? Parce que d'abord, la vente, d'une part, la vente est une compétence que tous les bailleurs sociaux n'ont pas développée et n'ont pas souhaité développer. Donc on les accompagne aussi avec cette loi Elan pour la vente de logements sociaux. Et ensuite, parce que il faut en effet cibler, et je rejoins ce que disait monsieur, cibler sur les ménages qui peuvent accéder à la propriété. Il n'est pas question de vendre le PLAI dont je parlais tout à l'heure, d'un logement très social, à une personne qui est déjà en difficulté et qui ne pourra pas assurer des charges de copropriété. Il n'y a pas d'article. C'est encore une fois une approche qui est pragmatique, qui est connecté au terrain, et un bailleur social, moi là aussi je fais confiance aux bailleurs sociaux pour ne pas se fragiliser d'autant plus en vendant un logement à des ménages qui ne pourraient pas assumer le derrière. Vous n'avez pas répondu sur le bien commun. Non, puis il y a mot de conclusion. Il y a une autre manière de faire du logement social, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'intermédiation locative, c'est-à-dire associer les bailleurs privés. Et là-dessus, on a quand même, alors j'ai plus la mémoire des chiffres, mais je trouve que la loi Elan est un peu timide là-dessus et que ce serait un moyen intéressant pour mobiliser le parc privé, mobiliser les propriétaires, faire de la vraie défiscalisation et aussi faire du logement social avec ces gens-là. Et là-dessus, je vous dis merci, je ne peux que souscrire. Un mot, parce que là on a parlé beaucoup des mesures et il y en a beaucoup et je trouve certaines qui sont très dangereuses, mais l'essentiel, c'est-à-dire l'argent frais, l'investissement de l'État, il est consacré en pure perte à l'aide aux entreprises. Et donc tout ce qu'on nous a dit, par exemple, la création d'un livret numérique, ça n'aide pas à la rénovation thermique. Ce qui aide à la rénovation thermique, c'est de mettre les centaines de millions, les milliards d'euros au service de la rénovation thermique. Et ça, c'est pas fait. Parlez du crédit d'impôt. On n'aura malheureusement pas le temps. Je suis vraiment désolée. C'est un débat passionnant et il mériterait bien plus que 38 minutes pour en parler. Je vous remercie infiniment tous les trois. On a loin d'avoir abordé tous les sujets, mais j'espère qu'on aura pu donner un petit peu l'avis et l'opinion de chacun. Merci encore à tous les trois d'y avoir participé. Nous on se retrouve très vite avec un nouveau film et un nouveau débat. Thank you.